Rappeur et comédien trans non-binaire âgé de 27 ans, le Talus s'est lancé dans la musique il y a 1 an et demi. Né en France, il grandit dans les Alpes, près de l'Italie, où il pratique le ski de compétition. Il part ensuite faire son lycée en ville pour suivre un cursus théâtre. À 18 ans, il entre dans une école de théâtre à Liège, en Belgique, et s'installe à Bruxelles à la fin de ses études. C'est en évoluant dans un milieu queer militant qu'il commence à écouter véritablement du rap lors de manifestations pour le droit au logement ou dans des espaces autogérés. Pendant la pandémie de Covid, il ouvre avec des amis un squat de 3000 m² à Bruxelles où sont organisés des open mic clandestins. Après le confinement, il cofonde Gender Panic, collectif de 13 artistes femmes et queer qui valorise la création musicale sous toutes ses formes. Écriture, composition, enregistrement studio, atelier de freestyle, management et organisation d'open mic en non-mixité choisie, sans hommes cis hétéros. C'est grâce à ce projet que le Talus se met à écrire régulièrement, gagne en confiance et se lance plus sérieusement dans la musique. Notamment influencé par la trap actuelle et Lala Ace, il se définit comme un bébé du rap et continue de peaufiner son style. Il nous raconte son parcours, ses combats, son travail de comédien et son univers musical en perpétuelle évolution. Salut le Talus, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Je vis en Belgique, mais je suis français. Je suis une personne trans non-binaire. Et vu qu'il n'y a pas trop de neutre en français, enfin que c'est nul, j'utilise le masculin plutôt. Et du coup, j'ai 27 ans bientôt, la semaine prochaine. Et je suis comédien de formation. J'ai fait une école de théâtre et tout ça. Et je travaille parfois, je fais du théâtre et un peu de cinéma. Et puis sinon, je fais un peu de musique du coup là depuis pas très longtemps, en vrai, depuis 1 an et demi à peu près. Pourquoi tu as choisi le nom le Talus? En fait, Talus, c'est un prénom choisi à un moment où on cherchait un peu des blazes parce qu'on faisait des petites. Enfin bref, on avait besoin d'avoir des prénoms un peu qui étaient pas nos vrais prénoms, mis pour s'amuser et se donner un peu de la force et aussi pour des raisons un peu légales. Et je sais pas, un soir, il y a quelqu'un qui m'a appelée comme ça à cause de l'expression chien de talus. Je sais pas si tu connais cette expression. Pas du tout. Un chien de talus, c'est quelqu'un qui traîne un peu sur les talus au bord de la route, quoi, qui zone un peu. Et c'est aussi une expression pour dire être en mode drague, quoi. Être en mode flirt, être en train comme ça de chercher à chiner des gens un peu. Et du coup, un jour, après une soirée que j'ai passée avec des gens, on m'a appelé Talus et je sais pas, c'est resté petit à petit. Et du coup, c'est devenu mon prénom et c'était drôle de dire le talus, quoi. Cette espèce de machin qui est un peu au bord de la route où on ramasse des trucs, où on s'arrête pour pisser ou quoi. Et tu disais que tu étais français, tu viens de quel coin? Du coup, tu as grandi en France? Ouais, j'ai grandi dans les montagnes, je viens des Alpes, près de l'Italie. Et, et j'étais là-bas jusqu'à mes 14 ans à peu près. Je faisais du ski de compétition quand j'étais jeune. Du coup, j'étais en ski-études et tout. Et après, quand j'ai eu 15 ans, je suis partie plus en ville pour mon lycée, pour aller prendre des cours de théâtre, en fait. Et à 18 ans, je suis allée passer un concours dans une école de théâtre belge à Liège. Et du coup, je me suis installée en Belgique à ce moment-là. Ensuite, j'ai déménagé à Bruxelles quand j'ai fini mes études et j'y suis toujours. C'est comment la scène musicale à Bruxelles? Franchement, je pense que je peux témoigner que d'un certain point de vue parce que moi, je suis dans un certain réseau, quoi. Enfin, déjà, je fais pas de son depuis très longtemps, en collectif et dans le milieu squat, dans des lieux autogérés et tout ça. Et depuis la fin du confinement, il y a vachement d'open mic notamment, et ça, c'est trop bien. Et il y a beaucoup d'open mic, soit en mixité choisie, sans mec cis hétéro, soit en tout cas organisés par des meufs et des personnes queer. Et où du coup, c'est pas du tout le même rapport aux scènes, quoi, parce que c'est vrai que les open mic, parfois, c'est un peu impressionnant parce qu'il y a beaucoup de mecs cis qui prennent le micro et c'est pas toujours évident de trouver un espace pour aller poser. Du coup, ça, c'est un truc qui est assez riche à Bruxelles.
je trouve. Tu dis que tu as commencé il n'y a pas longtemps et en collectif. Est-ce que c'est le collectif qui t'a aidé à te lancer? Ouais, grave, à fond. Est-ce que tu avais reçu avant une éducation musicale? Est-ce que tu faisais déjà de la musique ou c'est venu d'un coup? Je ne sais pas, peut-être suite au confinement, parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui sont lancés après le confinement. J'ai pas vraiment eu d'éducation musicale. Genre, j'ai été à la chorale pendant longtemps. Un petit peu quand même. Ouais, si, ouais, voilà, j'étais à la chorale. Mais en mode, bon. Et, et non, c'est un truc que j'avais toujours eu envie de faire, quoi. Genre, prendre des cours de musique, de piano et tout, mais j'avais pas trop d'espace. Après, dans la formation théâtrale, il y a quand même, on travaille la voix, on a des cours de chant, etc. Enfin, on est amené quand même à penser un peu à produire du son avec son corps, on va dire, et aussi à écrire. Du coup, en vrai, il y a quand même un truc qui... Enfin, c'est pas très, très loin d'écrire des chansons et les chanter, quoi, ou les rapper. Mais, mais du coup, oui, tu me demandais par rapport au collectif et au confinement. Bah, en gros, moi, j'ai été confinée, enfin, j'ai vécu un confinement un peu particulier parce que la plupart des gens, ils se sont retrouvés isolés chez eux. Et nous, en fait, une semaine avant le début du premier confinement, on était en collectif avec des amis, quoi. Et on a ouvert un squat à Bruxelles qui faisait 3000 mètres carrés. Et en fait, on s'est retrouvés confinés à 30, 40 pendant plusieurs mois dans cet endroit, quoi. Et du coup, tout le monde était isolé, était seul. Et nous, en fait, on s'est retrouvés à retaper un endroit au milieu de la ville et à s'organiser collectivement, quoi, avec tout ce que ça entraîne, quoi. Du coup, c'était à la fois un truc assez incroyable et une grande leçon politique. Et en même temps, on vivait un truc un peu à contresens de plein d'autres gens. Et assez vite, on a décidé de rentrer un peu dans un truc d'autogestion sanitaire parce qu'on se rendait compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui étaient en détresse parce que la solitude, c'est violent et qu'il y a plein d'espaces aussi d'accueil qui avaient fermé, enfin tous, quoi. Et du coup, nous, on a continué à accueillir des gens et on a organisé un peu des open mic clandestins après un certain moment, quoi, quand ça a commencé on a commencé un peu à comprendre comment ça fonctionnait le Covid et tout, qu'on n'allait pas genre tous mourir si on faisait une soirée directement, qu'on pouvait prendre des précautions et tout. Et du coup, pendant ces open mic, et ben, donc c'était des énergies assez magiques, quoi, parce que c'est le truc de, voilà, en fait, il y avait plein de gens qui sortaient pas trop de chez elles et qui venaient quand même à ce moment-là, avec aussi quand même pas mal de personnes queer et de meufs, et pas mal de personnes précaires. Et, et du coup, il y avait c'était surtout les mecs 6-7 qui prenaient le micro. Et, et on était plein de personnes queer et de meufs à avoir et commencer à un peu écrire des textes et tout, et à pas oser y aller. Et du coup, il y en avait genre une, quoi, Shady666, qui est mon amie d'amour, qui fait du rap aussi, et une autre Cheap Joule, quoi. Elles sautaient dans la, dans l'arène. Mais c'était quand même impressionnant. Et du coup, on a décidé de s'organiser une résidence en mixité choisie, sans mixité dans le squat. Et du coup, là, on s'est réunis un peu plus d'une dizaine pendant une semaine et on a commencé à se faire écouter des sons, on s'est donné des exercices d'écriture, on s'est entraîné à poser, à choisir des beats et tout. Et du coup, à ce moment-là, après ça, on a refait des open mic et petit à petit, moi, ça m'a permis déjà de développer mes textes et tout et d'oser montrer aux gens, quoi. Parce qu'au début, franchement, c'était l'enfer. J'avais trop peur. J'étais trop timide. Je sais pas pourquoi la voix, alors que je fais du théâtre et tout, c'est mon métier. Trop difficile de dire ces textes devant les gens. Et, euh, et là, ce cadre-là, du coup, hyper, quand même, super bienveillant et tout, avec un truc on se sauce tout le temps, quoi, les uns les unes les autres, et on rencontre les univers politiques et d'écriture des autres, et c'est hyper stimulant. Et moi, c'est comme ça que je me suis vraiment mis à écrire un peu plus régulièrement, quoi. Et surtout que j'ai eu la confiance de partager, en fait, parce que c'était ça le truc principal. Et aujourd'hui, tu dirais que tu fais du rap ou que ta musique, tu la définis comment? Franchement, non. Enfin, je pense que je suis très influencée par le rap et qu'il y a des morceaux qui sont plus des morceaux de rap, mais je peux pas dire que ça, parce que déjà, en vrai, le rap, c'est quand même, enfin, sociopolitiquement, enfin, c'est le hip-hop et c'est lié à des luttes et des réalités sociopolitiques assez précises, quoi. Euh, et il y a des endroits où moi, je me reconnais dans ces luttes et dans ces réalités et d'autres pas. Et du coup, il y a des trucs qui se retrouvent et il y a des trucs... Moi, par exemple, je suis une personne blanche. Clairement, j'ai pas le même rapport à la rue, à l'espace public, à la répression policière. Et c'est clairement des trucs qui structurent aussi, j'ai l'impression, la culture du rap, quoi.
Euh, et en même temps, je me reconnais parce que dans ces trucs par exemple, de lutte pour les droits au logement, d'accompagnement des luttes pour les personnes sans papier et tout, on est quand même confronté à de la répression, même si c'est pas la même chose et que c'est pas les mêmes enjeux. Et on a aussi une pratique de la rue parce que on fait du repérage, on cherche des bâtiments vides, on rentre dedans, du coup on se fait aussi dénoncer, on se cache, on court et tout. Mais bon, moi par exemple, je me suis fait prendre plein de fois sur le fait, je me suis jamais fait embarquer au comico, quoi, il m'arrive rien. Du coup, c'est pas pareil. Du coup, il y a toujours un peu un truc comme ça, moi, où je réfléchis encore, mais ce truc de l'esthétique du banditisme et tout, qui est assez séduisante. Et en même temps, des fois, ça colle, des fois, ça colle pas. Et par rapport à la musique, du coup, moi, j'écoute beaucoup de trap actuel, on va dire. Des trucs un peu avec des gros kicks et des nappes de synthé un peu angoissantes et tout. Et je me sens influencée par ça. Mais j'aime bien chanter aussi. Il y a des moments, enfin, j'ai aussi un peu envie. En fait, en vrai, je suis un peu un bébé de la musique et du rap. Et là, je sens que j'ai un peu envie de tout tester. Du coup, je suis en train de préparer des morceaux plus de techno, gabber. Et en même temps, là, je prépare plus des morceaux de rap un peu, pas plus vénère, mais peut-être un peu plus sec, un peu plus kické et tout. Avec plus de texte, peut-être moins de mélodie. Mais en vrai, ça part un peu dans tous les sens là en ce moment. C'est l'expérimentation, quoi. Ouais, à fond. À fond. Franchement, j'ai pas de style. J'en ai trop, mais je sais pas pour l'instant. Vraiment... Et est-ce que quand tu étais ado, tu écoutais du rap? Du rap, franchement, pas trop, non. C'est quoi ce que tu écoutais plutôt? Franchement, j'ai eu des périodes sombres. J'ai écouté un peu de rock, j'ai écouté un peu de reggae. Mais le rap, c'est vraiment arrivé, je pense, avec plus un peu de la politisation et des trucs des dynamiques de lutte, quoi. Je sais pas, genre les manifs, la lutte pour le droit au logement, du coup, un peu tout ce qui est l'univers du squat. Et tu disais que tu écoutais de la trappe actuelle, c'est plutôt français ou international, ou les deux? Les deux, mais en ce moment, j'écoute quand même beaucoup de trucs français. Oui. Parce que j'écoute pas mal les textes, quoi. Mais non, moi, je pense que dans mon rapport à la musique rap, il y a eu un peu un avant-après Lala Ace, quoi, quand même. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Lala Ace qui t'a marqué? Je pense que déjà, je trouve que ces prods, elles sont incroyables, quoi. Genre les trucs hyper lourds, hyper sombres, avec des grosses basses et tout, toutes ces nappes là un peu inquiétantes. Genre, je sais pas si tu vois le morceau qui s'appelle Sipa. Si, Pour moi, carrément. genre, cette prod, c'est un peu une masterpiece. Mm. Et aussi le fait qu'elle ait un flow, déjà c'est une meuf, et qui est lesbienne et qui parle de cul, quoi, quand même, vachement dans ses sons. Et qui en même temps se réapproprie plein de codes du rap masculin et qui en même temps les détourne un peu et tout. Et je trouve que c'est quand même assez marrant, quoi. La première fois que je suis tombée sur ces sons, ces clips, ça me faisait vachement rire, quoi. Je me disais, ouais, c'est... Enfin, et puis aussi, elle a un flow un peu nonchalant comme ça. Ouais. Et elle kick pas, enfin, elle chante pas forcément, elle rappe pas forcément très fort et très articulé. Ça m'a fait plaisir de voir que, ouais, elle avait une musicalité, un rapport au rythme et tout, et qu'elle n'était pas forcément en train de hyper articuler, hyper projeter. Et moi, je me reconnais un peu dans ça, en mode. En tout cas, je sais que j'ai un peu un flow nonchalant et du coup, le fait de voir qu'il y avait une possibilité de déployer des sons avec un flow un peu comme ça m'a pas mal. J'ai joué à l'unité et tout un peu. Pour voir si ça ressemble vraiment à Lala Ace, on va écouter tout de suite Dans le bus, qui est un titre qui est sorti en décembre 2022. C'est le bus. Et c'est la gender panic. Ah, c'est la gender panic. Toutes mes bagues, je vais enlever. Sur ta peau, je vais promener. À l'entrée, je vais traîner.
Je t'écoute, respirer. Faut pas écouter les profs et les parents, surtout pas les pornos. Hétéro 6 normal chiant, qu'est-ce que tu veux enlever? De quoi t'as envie? Il suffit de demander et faire des pauses aussi, hein. Faut pas parler en mangeant, soi-disant. Qui nous dit mot consent, soi-disant. Pour s'échauffer on peut y aller doucement. Pour se réchauffer on a brûlé le règlement. Je suis dans le bus, on est dans le bus. T'as pas la ref, tranquille on kiffe. Ici c'est Bruxelles, polyamour éternel. Intime c'est politique, c'est pour ça qu'on baisse pas les flics. C'est mort. Et les gens que j'aime s'aiment. Et c'est logique, ça va bien se passer. Vas-y pas de panique, ok de partager. Tant que ça communique et que personne baisse des terres ou des flics. J'suis pas pressé, j'suis pas rasé. On traîne au pieu, c'est de mieux en mieux. On est quel jour j'ai oublié. T'es trop sexy, j'suis pas concentré. On va pas se mentir, j'aime quand tu me parcours. Vas-y monte sur moi et je te fais faire un tour. J'suis pas ton territoire, j'suis ton terrain de jeu. T'es avion de chasse, j'suis piste d'atterrissage. Faut pas parler en mangeant, soi-disant. Qui nous dit mot consent, soi-disant. Pour s'échauffer on peut y aller doucement. Pour se réchauffer on a brûlé le règlement. Il m'a touché sans me demander. Je l'ai éclaté sans lui demander. J'ai lu Jean Genet pendant les vacances contre la brutalité. Moi j'ai choisi la violence. Attends, j'ai perdu un truc et vous appelez ça la patience. Mais vos excuses sont claquées et ne m'inspirent que de la méfiance. Comme celle pour l'Algérie de la part de la France. Toutes mes bagues, je vais enlever. Sur ta peau, je vais promener. À l'entrée, je vais traîner. Je t'écoute, respirer. Je suis dans le bus, je suis dans le bus. Un peu la ref, tranquille, on kiffe. Ici c'est Bruxelles, polyamour éternel. L'intime c'est politique, c'est pour ça qu'on laisse pas les flics. Je suis dans le bus. Je suis dans le bus. Alors, dans le bus, j'ai découvert sous ta vidéo YouTube, sous ton clip, que tu disais que ça signifiait flirter en mode il y a déjà eu quelques kisses. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, j'ai appris ça pendant un jour, on a fait une radio, un mixte choisi aussi sur les rapports à l'amour. Et du coup, on était, je sais pas, une demi-douzaine de personnes. Et on parlait un peu de nos rapports à l'amour, déconstruire l'hétéronormativité, le rapport à l'exclusivité, à la jalousie et tout ça. Et il y a une personne qui a parlé de ce truc parce qu'on disait on n'a pas assez de mots pour parler des différentes relations qu'on entretient, quoi. Un peu, en gros, soit on est amoureux, soit on est sex friend, soit on est amis, mais il y a pas beaucoup de vocabulaire pour parler des interstices ou des endroits mouvants et tout qui rentrent pas dans ces trois catégories. Et du coup, on a commencé à se dire un peu, nous, qu'est-ce qu'on dit quand on a des relations? Est-ce qu'il y a des gens avec qui on a envie de faire des bisous, mais pas de faire du sexe? Est-ce qu'il y a des gens avec qui on a une connexion intellectuelle et politique tellement puissante que c'est genre érotique, tellement c'est ouf, mais qu'il n'y a pas de physicalité et tout? Et du coup, il y a une personne qui disait, moi, quand je suis en train de flirter avec une personne et que je n'arrive pas encore à mettre des mots de est-ce que je suis amoureux ou amoureuse, est-ce que quoi? Et ben, je dis que je suis dans le bus. Voilà. Ça peut faire un peu peur, je trouve aussi. Ça peut faire un peu prédation cachée dans le buisson, mais c'est pas ça du tout, hein. Non, parce qu'on est à deux dans le bus et en théorie, on Ok. s'est pris la main, on est allés ensemble, quoi. C'est pas moi qui suis dans le bus avec mes yeux. Avec des grosses jumelles et tout, d'accord. Non. Ça peut aussi faire un peu référence au cruising et tout, quoi. Genre, Ouais. toute la culture PD d'aller traîner dans des endroits et souvent des parcs, des calanques et tout, pour rencontrer des gens parce que c'est pas forcément OK de faire ces rencontres-là dans l'espace public, ça peut mettre en danger et tout. Du coup, il y a un peu ce truc aussi. Quelle est l'histoire de ce morceau alors dans le bus? Ouais, il parle un peu d'amour, il parle de cul. Toujours là, ce grand moment où on vivait à plein dans ce lieu et où du coup, on a pas mal remis en question pas mal on va dire, de dogmes qu'on avait dans nos vies, parce qu'on se rendait compte que à vivre en collectif et à vouloir être un peu dans des dynamiques d'autogestion, il fallait qu'on remette
beaucoup de choses en question et qu'en gros, l'intime avait beaucoup d'impact sur notre vie collective et politique. Et du coup, on avait des activités tournées vers l'extérieur, genre distribuer de la bouffe, ouvrir d'autres lieux pour les personnes, accompagner d'autres ouvertures, parce qu'on avait des skills un peu techniques et tout ça, et organisationnels. Bref, un peu du travail de terrain, quoi. Et à côté de ça, on sentait qu'il y avait plein d'histoires de cul et d'amour et d'amitié dans notre collectif. Et on voyait bien que en fait, c'était hyper poreux et que la façon dont on gérait intimement nos histoires et nos relations, elle avait aussi un impact concret sur la manière dont on s'organisait politiquement. Et que aussi les mecs cis-hétéros notamment avaient pas mal de mal à politiser leur intimité, quoi. Et que souvent, dès qu'on arrivait sur les questions d'intimité, il y avait un peu des trucs en mode ouais, mais ça me regarde, c'est ma vie, c'est pas politique, on peut pas mettre des mots là-dessus, on peut pas mettre des choses en place et tout. Et du coup, nous, on s'est un peu organisé en disant bah si, en fait, l'intime, c'est grave politique. Et il y a plein de rapports de pouvoir qui se jouent dans l'intimité, que ce soit la question du genre, aussi la question de la race à fond, question de classe aussi. Et du coup, ce son, il partait un peu de cette envie de rendre un peu public et collectiviser la question de l'intime et ouvrir la discussion sur les questions de consentement, les questions de désir et tout. Après, oui, c'est vrai que là, je te parle que du texte, je te parle pas de musicalement. Mais c'est vrai que celui-là, il est un peu dans un truc un peu low, comme ça, il est presque chuchoté, quoi. J'ai vraiment pas donné grand-chose au micro. Et en vrai, pour dire comment ce son il est arrivé, c'est aussi quand même une grosse rencontre avec une personne qui a changé ma vie musicale, pour dire les choses comme elles sont, qui s'appelle Maya Blondo et qui est musicienne et avec qui je travaille maintenant. Et du coup, on s'est rencontrés à travers des open mic, machin, et on s'est dit, allez, on va travailler ensemble. Et moi, j'avais déjà écrit ce texte sur une autre prod, mais j'étais pas content, ça collait pas, quoi. J'avais envie d'un truc plus englobant, et aussi plus évolutif, quoi. J'avais pas envie d'une prod qui est la même du début à la fin. J'avais l'impression qu'il y ait un peu une évolution dans la forme et tout. Et du coup, c'est la première fois qu'on a travaillé vraiment ensemble, quoi, où on s'est retrouvés l'été dernier et on a construit la prod ensemble en enregistrant la voix, puis en rechangeant des trucs dans la prod et tout. Et du coup, ça, c'était assez grisant. C'est un peu le bébé, on a tout fait nous-mêmes, quoi. Et tu pars toujours du texte ou ça t'arrive parfois de partir plutôt du beat quand tu écris? Non, moi, je pars toujours de la musique, en fait. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, j'ai pas de prod originale sous la main. Moi, je sais pas faire des prods. Je commence doucement à ouvrir le logiciel, mais franchement, ça fait un peu pitié pour l'instant. Et puis, c'est trop bien de travailler avec des gens dans la vie. On n'est pas obligé de se suffire à soi-même, surtout quand il y a plein de personnes super douées. Et du coup, souvent, je cherche une prod sur Internet, quoi. Je cherche une prod et une fois que j'ai une prod qui colle un peu à mon mood, j'écris dessus. Parce que moi, j'ai grave besoin d'écrire vraiment en fonction du rythme et tout, et de la musique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, je vais voir ensuite des personnes qui composent. Et ensemble, on essaye de voir un peu quelle est la structure, genre c'est quoi le BPM et tout. Et de reconstruire une prod à partir de ce que j'ai écrit, à partir d'une prod. Mais aussi parce qu'en vrai, on manque un peu de beatmakereuses, je crois. Là, moi, en tout cas, dans mes cercles, il y a beaucoup de personnes qui posent, mais des personnes qui ont les skills techniques pour fabriquer des beats qui soient pas des mecs cis-hétéros, parce qu'on fonctionne quasiment exclusivement avec qui choisi. Pour l'instant, moi, autour de moi, il y en a moins. Après, voilà, c'est aussi les métiers de la technique et tout, clairement, c'est souvent plus masculin. Et moi, je travaille aussi avec quelques mecs cis avec qui j'adore travailler. Mais c'est sûr que là, par exemple, le Buis, je l'ai enregistré avec Maya Blondo et on se comprenait. En fait, même elle me faisait des propositions sonores qui étaient des réponses à des blagues de mon texte qui sont des références trans ou lesbiennes ou quoi. Et en fait, même là, sa façon de mettre de la reverb sur ma voix, c'était en lien avec ça. Et une autre personne n'aurait pas pu même mixer, enfin le geste artistique du mixage et tout. Même là-dedans, on sent en fait si politiquement et tout, on se comprend, quoi. Et tu as un studio où tu vas régulièrement ou comment ça se passe pour l'enregistrement? Et ben du coup, j'enregistre dans 2 endroits. D'abord, on a enregistré en studio avec un ingénieur son qui s'appelle David Stanfly, qui nous a accueillis dans son studio.
Et maintenant, on enregistre soit au studio de la Gender Panic, mais du coup, ouais, je n'ai pas encore parlé de la Gender Panic. Mais... on va prendre un moment pour en parler, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Du coup, donc, avec ce collectif, qui est un collectif de rappeuses, musiciens, musiciennes, beatmakereuses, qui existe depuis 1 an, on s'est finalement fabriqué depuis septembre là, un studio dans un squat d'amis, quoi. Ils nous ont laissé 2 pièces et du coup, on a construit un petit salon, une espèce de travail et un endroit qu'on a isolé et où il y a un peu de matos qu'on a collectivisé. Et du coup, il y a cet endroit. Et puis sinon, il y a la chambre de Maya Blondeau qui est, qui est un autre studio avec ses trucs à elle. Mais ça, c'est un truc aussi, au début, moi, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment avoir un vrai studio pour enregistrer et tout. Et puis, en fait, je me rends compte que dans une chambre avec un bon micro, un ordi et des enceintes de monitoring, une carte son, c'est OK, quoi. Après, c'est peut-être aussi parce que moi, je projette pas trop. Du coup, si je crie, ça rebondit pas sur les murs, quoi. Ça va directement dans le micro. Mais... C'est quoi ton rapport au studio? C'est une étape qui te plaît? Moi, c'est mon paradis. Franchement, moi, le live, ça me fait trop peur. Mais pour quelle raison? Parce que par rapport à ta formation, ce que tu disais, c'est étonnant. Ouais, mais je sais pas, c'est pas pareil, quoi. La voix, le fait que ce soit mes textes et tout. Moi, quand je joue au théâtre, je m'inscris dans des grands groupes et puis, en fait, on parle d'un propos. Enfin, je suis un peu au service d'eux, quoi, on va dire. Et là, c'est quand même plus exposant. Et ouais, je sais pas, des trucs à bosser, mais ça me fait trop peur. Et aussi, vu que je chante pas très fort, j'ai l'impression qu'au niveau des installs, il faut des trucs où un peu, c'est pas évident pour moi, je m'entends pas en fait. Genre, s'il y a des grosses enceintes, si j'ai pas un retour à peu près correct, j'entends pas le son qui sort de ma bouche. Et du coup, vu que les quelques fois où je me suis produit, c'était sur des scènes plutôt squat et tout, on n'est pas toujours au top du matos et en fait tant mieux parce que j'adore aller dans ces endroits-là, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Mais du coup ça fait que le live c'est un moment difficile, mais je pense qu'il faut juste qu'on travaille en fait et on est en train de bosser à plein là pour faire un show et tout. Mais moi dans le studio là c'est une paradis, franchement j'adore ce moment. On écoute tout de suite Insortable, qui est sorti aussi au mois de décembre. Moi j'entends que l'oreille droite. Moi j'entends tout. Putain, Eh ben je vois rien avec mes lunettes surtout. Et vous nous donnez le go, c'est quand? c'est là. Évitante, dans la Twingo Tati. On débarque sur le terre-terre, tu peux pas tester, on est déter. Casquette et lunettes noires, paire de pieds de biche sur la plage arrière. Let's go tout parti, gender paniqué de sortie. Je suis 12 fois amoureux, je sais même plus où poser les yeux. Ma team c'est des rageux, que soit leur manière sont tapageuses. Et elles sont insortables, émotions instables, flow imbattable, tension palpable. Quand on arrive en villa, c'est pas pour le shopping, non. Gaffe à ta fortune, égare en mass spreading. Bienvenue dans l'hémicycle des dissipés du fond de la classe. Tricheuse, imprévisible, souvent seulement en manque de cash. Difficilement divisible, langoureusement illicite. Saphique et sodomite, on est les rats du récidiviste. Évite un terre, dans la Twingo Tati. On débarque sur le terre-terre, tu peux pas tester, on est déter. Casquette et lunettes noires, paire de pieds de biche sur la plage arrière. Let's go tout parti, gender paniqué de sortie. Posé dans le bâtiment, barricadé, serrure géchant. Ça fume le CBD, conspire la suite des événements. Et première règle, pas de flic inside. Deuxième règle, partage la maille. Troisième règle, spread the love. Et dernière règle, masque dans le coffre. Ma team a les mains agiles, ouais c'est plus du vol, non c'est du pillage. Ma team a l'arnaque facile, a la manière d'enfumer le chômage. Et on a c'est l'écume des journaux, on est plutôt le tsunami de l'histoire. Bla bla, tu causes pour ta cause, on parle pas ta langue, on est des sauvages. Bla bla, tu crois qu'on a besoin de toi, on se taille des sextoys à la scie sauteuse. Qu'est-ce que tu crois et tu fais pas le poids sans doigt, ta main ne sera plus baladeuse. On n'apprend pas le danger, on a des cascadeuses. On prend pas le rinté, non, elle a des casseuses. On fait pas chanter, on est des rappeuses. Évitante, dans la Twingo Tati. On débarque sur le terre-terre, tu peux pas tester, on est déter. Casquette et lunettes noires, paire de pieds de biche sur la plage arrière. Let's go tout parti, gender paniqué de sortie.
la street, elle est acquis. Les fâcheux nous détestent, pourquoi? Mais parce qu'ils sont jaloux. Et t'es aussi nulle part, courir de partout. Plus le temps d'être en retard, ça y est, on trace, on avance sans vous. Si tu veux notre cul, va falloir allonger. Si tu ouvres trop ta gueule, tu vas te faire allonger. Même si on fait que passer les murs, tu vas allonger. Plus de seum dans ton verre, t'inquiète, c'est ma tournée. Vengeance si pareil, froid doit se manger. Moi j'en ai rien à foutre de tes proverbes pétés. Série post immédiate, à peine t'as commencé. C'est la jeune heure panique, tu fais bien paniquer. La street elle est à qui? Elle est à nous. Les fâcheux nous détestent, pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Et t'es aussi nulle part, courir de partout. Plus le temps d'être en retard, ça y est, on trace, on avance sans vous. NBB, non malheureux bitches, j'ai LW, Gender fucker witches, Big Cell bébé, ACAB, et bien à vous, AK bisous. Dans la Twingo Tati, on débarque sur terre, tu peux pas tester, on est déter. Casquette et lunettes noires, paire de pieds de biche sur la plage arrière. Let's go tout parti, gender paniqué de sortie. Mais qui sont ces personnes insortables avec un X à la fin au lieu d'un E? Oui, ça, c'est un peu une blague pour le neutre, alors qu'insortable, ça se dit pareil dans tous les cas. Mais bon, il y a des gens qui râlent à cause de l'écriture inclusive, du coup, c'était un peu pour leur faire un petit clin d'œil. Mais là, c'est la bande de Gender Panic en partie. Mais Les Insortables, c'est un son que j'ai écrit il y a quand même un petit moment. Enfin, un petit moment. Quand on était encore, parce que maintenant, je ne vis plus en squat, je vis dans un appart et tout. Et du coup, c'était un son... En fait, quand on a quitté le lieu en mixité, le grand squat qu'on a ouvert pendant le confinement, on a voulu partir pour ouvrir un nouveau squat en mixité choisie, donc sans mec cis hétéro. Enfin, on trouvait qu'il y avait des dynamiques de domination de genre qui étaient trop fortes et que du coup, ça nous faisait perdre pas mal de temps politiquement et aussi d'énergie et tout. Du coup, on a voulu partir s'installer en mixité choisie. On a essayé 2 fois d'ouvrir des lieux. On s'est fait attraper par les flics comme des petits lapins. Enfin, c'était ridicule. Ça n'a pas marché. Mais du coup, il y a eu toute cette période où on faisait du repérage en mixité choisie. Et du coup, ça, c'est nouveau parce qu'en fait, quand même, souvent, dans toutes ces dynamiques où on était, c'était pas mal les mecs cis qui avaient les charges... déjà, les charges techniques, c'est eux qui savaient comment ouvrir des serrures, enfin, les casser, les remplacer. C'est eux qui faisaient beaucoup de repérage, qui grimpaient aux façades, enfin tout ça, qui faisaient tous les trucs un peu comme ça qu'on voit plus manuel, plus technique, et aussi qui rapportent plus de valorisation au final, pendant que les autres personnes faisaient plus des bails d'organisation interne, de travail émotionnel dans le groupe, d'écrire les lettres pour les propriétaires, pour les négociations, s'assurer que selon les situations administratives des uns des unes et des autres, quelle prise de risque, qui peut faire quoi, machin. Et du coup, quand on a décidé de partir en mixité choisie, on a dû se former aussi au truc technique, quoi. Du coup, on s'est appris des choses ensemble et on est pas mal sortis à pied, en voiture, à vélo pour faire du repérage et pour essayer de faire des ouvertures. Et du coup, c'était un peu la team crime, mais paillettes, quoi. Et du coup, cette chanson, c'est un peu un hommage aux squatteuses en général, hein, parce que en dehors de la question de la mixité choisie, en vrai, la dynamique squat, c'est un truc hyper précieux et que là, ces dernières années, notamment avec le Covid et tout, il y a plein de fonctions sociopos qui ont été prises en charge par les squatteuses. À Bruxelles, en tout cas, c'est hyper fort, quoi, le réseau, la question du droit au logement, la question du soin psy, la question de la solidarité, tout ça. Du coup, c'était un peu un hommage à ces personnes-là, mais dans un cadre de mixité choisie, c'est mes copaines, quoi. Qui se réapproprient des outils, qui aussi ensemble on essaye de voir pourquoi est-ce qu'on a peur, de quoi, qu'est-ce qui fait peur, quels sont vraiment les risques qu'on encourt et tout. Et ces insortables aussi, c'est notamment ton collectif Gender Panic, c'est le moment d'en parler, je pense. Oui, Parce que ça grave. occupe une place vraiment super importante dans tout ton parcours artistique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce collectif? Qu'est-ce que tu fais concrètement avec eux? Et du coup, on est 13
En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Shady 666, on a commencé un peu à faire des raps suite à cette résidence en mixité choisie, les open mic et tout. Et on était deux, et puis à un moment, on s'est dit, ah purée, ce serait bien qu'on ait de la thune, parce qu'en fait, on connaissait personne qui savait enregistrer et tout. Et du coup, on se disait, bah, faudrait qu'on ait de la thune pour payer des sessions de record en studio. Et du coup, on a demandé une bourse à la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est genre la culture belge, quoi. Mhm. Et en fait, la bourse, on pouvait soit la demander pour un artiste, soit pour plus de 6. Et on allait se lancer dans les démarches administratives et tout. Et là, on s'est dit, bon, bah, en fait, si on le fait pour 2, autant le faire pour 10, quoi. Et du coup, on a appelé un peu les copains qui faisaient partie de ce groupe avec qui on squattait, quoi. Plus quelques autres, des amis proches, quoi, du cercle proche qu'on savait qui soit rappaient un peu dans leur coin, quoi, mais qui n'avaient soit pas la possibilité d'enregistrer, soit pas la pêche de trop pousser le truc parce qu'elles étaient seules, quoi. Et du coup, on s'est monté en collectif. On s'est retrouvés à 13, du coup, beaucoup de Bruxelles, une copine qui est à La Paz, en Bolivie, Boca Esquina, qui a sorti son album la semaine dernière, d'ailleurs. Et des personnes un peu en France. Et donc, du coup, on a reçu 30 000 euros de l'État. Et du coup, ça nous a permis, en gros, de créer des salaires pour dégager du temps de travail et valoriser le boulot de création, parce que c'est un collectif où il y a beaucoup de situations sociopolitiques et économiques différentes. Globalement, tout le monde est quand même assez précaire et n'a pas de revenus fixes. Et il y a des personnes qui ont des situations financières vraiment compliquées, qui n'ont pas forcément la possibilité de travailler et tout. Et du coup, dégager du temps pour faire du rap et de la musique, c'est un truc qui semble un peu absurde, quoi, à certains moments, quoi, quand on est dans des galères de logement, de santé et tout. Et du coup, là, le fait de pouvoir payer les personnes, c'était trop bien. On a fait un truc de mutuelle, quoi. Du coup, les gens qui considéraient que c'était pas la peine qu'elles reçoivent de l'argent parce qu'elles avaient déjà des revenus, remettaient ça dans une caisse commune. Et du coup, ça nous a permis de nous réunir. Du coup, cette année, on s'est réunis plusieurs fois. On a fait plusieurs résidences voilà, d'écriture, on a posé, de composition et tout. On a payé du coup des sessions en studio. Et du coup, il y a plein de sons qui sont sortis de la Gender Panic. Et on s'est entraîné à freestyler. Tout ça aussi, on se fait des petits trucs genre... on se fait des binômes de faux managers, quoi. Ok, toi, tu veux sortir un son le mois prochain, moi, je vais être ton manager pendant un mois. Et là, du coup, on se donne rendez-vous. On s'assure que la personne, elle perd pas la confiance. On l'aide à créer un visuel. Pour des personnes minorisées et tout, c'est pas toujours évident de se dire, ah bah moi, j'ai écrit un texte, ça va être intéressant. Les gens, ils vont être intéressés par écouter ce que moi, je dis. Et aussi, bah, y a pas beaucoup de gens qui sont musiciens et musiciennes de base dans le groupe. Certaines, oui. Et c'est ça aussi un peu la magie du rap. Et c'est en ça, par rapport à ta question tout à l'heure, que moi, je kiffe le rap parce qu'il y a des grands musiciens et des grandes musiciennes dans le rap, ça, c'est pas la question. Mais il y a aussi un truc où tu peux trouver un beat sur Internet, t'entraîner à poser ton texte, et d'un coup, il y a un morceau de musique qui est là, quoi. Alors que tu sais pas lire la musique, t'as jamais écrit de livre et tout. Et en fait, il y a un truc de désacralisation et de l'écriture qui fait que c'est assez jouissif. Et du coup, le Gender Panic, voilà, on fait ça. Du coup, il y a des sons qui sont sortis. On s'est construit un studio, on continue à bosser ensemble. C'est aussi un groupe d'autosupport, en fait, matériel, administratif. On se file les plans de taf, on s'héberge les uns les unes les autres, on s'aide à faire notre administration, on se raconte nos histoires d'amour, on se soutient, on se console et tout. Du coup, c'est hyper poreux avec notre écriture et tout ça. Et on organise des open mic aussi en mixité choisie. On en a fait plusieurs dans l'année. Et ça, c'est des beaux moments parce qu'il y a eu plein de premières fois, quoi, dans le cadre des open mic Gender Panic, genre des personnes qui prennent le micro pour la première fois et qui ont trop de talent, quoi. Et des fois, on fait des petits ateliers avant pour se donner un peu la confiance et tout. C'est aussi des moments où il y a des paroles, je sais pas, des gens qui racontent des trucs hyper intimes ou des espaces de coming out ou des espaces aussi de beaucoup d'humour et de grosse colère qui sort. Et ces open mic, ils sont rap exclusivement ou ils sont aussi ouverts à d'autres musiques? Non, ils sont ouverts à d'autres musiques. Parfois, il y a des gens qui lisent des textes, genre des poèmes ou des lettres a cappella. Il y a quelques personnes qui chantent. Et après, nous, souvent, les personnes de la Gender Panic, on intervient dedans, au même titre que les autres, ou des fois, si on kiffe un peu chauffer la salle et tout. Moi, j'aime bien, par exemple, en open mic, faire des morceaux qui sont pas finis. Du coup, souvent, moi, je les monte sur mon téléphone et tout, et je sens que c'est cool parce que du coup, ça
pareil, ça désacralise un peu le fait de prendre la scène. Et en fait, d'un coup, il y a des gens qui se disaient qu'ils ne voulaient pas passer. Et quand ils voient que nous, on arrive avec un truc pas fini, on présente, on dit, bon, voilà, mon refrain, il est un peu naze encore. Si vous avez des idées, ils viennent, ils disent, ah, mais en fait, j'ai un truc. Parce que souvent, les gens, quand tu leur dis, est-ce que tu écris dans le cadre du rap, de la musique, ils disent, non, non, jamais. Et en fait, tu montres un truc, et là, les gens, ils font genre, ah, j'avais peut-être un truc. Et en fait, les gens, ils ont 10 trucs, quoi. Ce sont des albums cachés qu'ils ont montrés à personne. Du coup, il y a un peu une volonté comme ça de créer un espace où ces trucs-là puissent sortir. Et dans l'idée, hein, on aimerait bien un peu, peut-être à un moment, avoir un petit côté, peut-être se déployer un peu en label, quoi, ou en tout cas, là, il y a déjà un truc, parce qu'il y a le groupe des 13 personnes, et puis il y a le cercle proche, quoi, les personnes avec qui on fait de la musique, parce qu'en fait, il y a des gens de Gender Panic qui maintenant ont des binômes qui font de la prod et de la musique avec elles. On va écouter le dernier titre que tu as choisi de diffuser aujourd'hui, qui s'appelle Disquette. Si mon body c'est le highway, pas de tout, tu t'es fait flasher. Si ton body c'est le métro, pour une fois je prends un ticket. Si ton huc c'est le cœur de la ville, je viens pas tout de suite, je fais des tours sur le périph'. Si t'as peur parce que je vais trop vite, c'est pas sexy, non, c'est juste toxique. D'ailleurs j'ai même pas le permis, et je disais ça pour faire le beau. L'important c'est pas la voiture, est-ce que tu veux rider sur mon vélo? Je te regarde, j'ai des flashs porno, dis-moi ce que je peux me permettre. Une partie de moi est polie, une autre partie ne veut plus l'être. Je veux pas être l'ombre de ton chien, mais je vais te faire couler sur la banquette. Je veux mettre ma tête dans tes mains et les miennes. Je te caresse avec, tu me tournes autour comme une planète. Moi j'ai qu'une seule chose en tête, pourvu que ce soit pas un satellite, mais une fucking météorite. Si mon body c'est le highway, pas un doute, tu t'es fâché. Si ton body c'est le métro, pour une fois je prends un ticket. Moi j'en ai rien à foutre qu'on se complète, je vais t'appeler, rien à foutre qu'on ait d'autres conquêtes. Moi ce qui m'excite c'est qu'on soit honnête. Perso je sais pas encore comment dire toutes les sortes de choses que je voudrais que tu me fasses. Parfois j'hésite, j'ai le film en tête mais dans ma bouche les phrases s'entassent. C'est que beaucoup de ces mots sont désuets, faut réambiancer tout le vocabulaire. Personne n'a envie de se faire conquérir, pourtant c'est pas faute de vouloir prendre cher. En attendant, seul devant la glace, je m'entraîne à te dire plein de trucs salaces. En attendant, seul devant la glace, je m'entraîne à te dire plein de trucs salaces. Je te regarde, j'ai des flashs porno, dis-moi ce que je peux me permettre. Une partie de moi est polie, une autre partie ne veut plus l'être. Tu fais la go, t'as pas tort, t'es torride. Moi je fais le charme, en vrai je suis grave timide. Je veux être ton boy, ta femme, ton pomme douche. Je peux être tout ce que tu veux, tout ce que tu touches. Tu m'as dans la poche, à toi et ma bouche. Je suis tout ce que tu veux, tout ce que tu touches. Tout ce que tu veux, tout ce que tu touches. Si tu drifts, let me be au parking. T'as piétonne si plutôt tu trottines. Ta miche de pain si tu veux une tartine. T'as plus de batterie, je serai ta multiprise. Bon, je crois que t'as compris, non? Si mon body c'est le highway, pas de tout, tu t'es fait flasher. Si ton body c'est le métro, pour une fois je prends un ticket. Si ton huc c'est le cœur de la ville, je viens pas tout de suite, je fais des tours sur le périph'. Si t'as peur parce que je vais trop vite, c'est pas sexy, non, c'est juste toxique. En attendant, seul devant la glace, je m'entraîne à te dire plein de trucs salaces. En attendant, seul devant la glace, je m'entraîne à te dire plein de trucs salaces. Je te regarde, j'ai des flashs porno, dis-moi ce que je peux me permettre. Une partie de moi est polie, une autre partie ne veut plus l'être. Je suis la cloche de ta porte, tes ciseaux, ta bouilloire. Ouais, t'as compris quoi. J'arrête. Ce morceau, il est plus langoureux, on va dire.
plus pop aussi, Ouais. même dans le texte, je trouve. Est-ce que du coup, pour toi, enfin, tu m'as déjà un peu répondu, mais ça m'intéresse plus sur la dimension musicale. Est-ce que tu penses que le rap doit forcément porter un message? Franchement, moi, que ce soit le rap ou quoi que ce soit, pour moi, il y a un peu, je suis un peu, tout est politique, quoi. À partir du moment où tu produis une image, tu produis un son, tout ce qu'on produit est perçu par le monde et soit correspond à des dynamiques de pouvoir dominantes, soit les contre, soit les sabote. Et Mhm. du coup, je pars un peu de ce constat-là. Après, clairement, il y a des moments où j'ai des colères plus précises ou des moments où j'ai envie de saucer des gens plus précis dans d'autres morceaux d'avant, où vraiment j'ai envie de citer des gens que je considère qu'on ne connaît pas assez, qui sont des personnes importantes pour la pensée, pour la lutte et tout. Et, et là, Disquette, c'était une blague à la base. C'était une blague, j'avais vraiment écrit ce morceau comme une blague. Et un jour, j'ai dit, ah, je vais vous montrer cette blague que j'ai faite, qui est juste un enchaînement de disquettes, de charros un peu. Et en fait, bah, petit à petit, je la faisais plusieurs fois, on l'aimait bien, quoi. Et, mais pareil, quoi, je pense qu'il n'y avait pas eu le groupe autour de moi à me dire, ah, vas-y, refais-la, on l'aime bien, je ne l'aurais pas sorti. Mais bon, il y a quand même aussi un truc où, dedans, il est question de rapport de pouvoir dans l'intimité et de comment est-ce que ça peut être fluide et qu'on peut être parfois dans le lead et parfois, au contraire, avoir très envie de recevoir. Et ça, c'est un truc que moi, je découvre aussi un peu en déconstruisant mon hétéronormativité et en ayant des relations plus queer. Euh, que bah, en fait on n'est pas forcément figé dans des rôles nanana, nanana. Je vais pas commencer à dire des généralités, mais dans cette chanson j'avais quand même aussi un peu envie de parler de déjà formuler le désir en fait, parce qu'il y a un truc qu'on apprend avec la culture hétéro qui est que il faut, notamment pour les personnes identifiées comme meufs, qu'en gros genre faut attendre que les mecs viennent nous draguer et que si on a du désir ou qu'on a des envies précises on peut pas les nommer quoi. Mhm. On attend que les mecs veuillent bien daigner nous donner de l'attention et après on verra bien ce qu'ils nous proposeront, mais globalement, ils auront plutôt le lead. Moi, je sais que ma déconstruction de l'hétéronormativité, elle est beaucoup passée par des films, des musiques, des images. Et j'avais besoin, je me rendais compte qu'il me manquait des références et il me manquait des images en fait. Et du coup, j'ai l'impression que bah, voilà, la création d'images, on a une responsabilité parce qu'on participe à construire l'imaginaire des gens. Enfin, voilà, moi je sais que voir des films où deux meufs se draguaient, par exemple, j'étais en mode ah ouais, donc c'est possible et ça peut se faire comme ça. Et du coup, dans ces chansons-là et dans Disquette, il y a un peu de ça. Tu parles de création d'images, mais c'est toi aussi qui réalises tes clips, c'est bien ça? Ouais, pour l'instant. En quoi c'est important pour toi? C'est aussi par rapport à ça, à ce contrôle de l'image véhiculée? C'est plus pratique, j'espère. Je pense que je vais travailler avec d'autres personnes. Le premier, le but, c'était un peu en mode, OK, maintenant, il faut créer de l'image, du visuel et tout. J'ai envie de... Et du coup, j'étais un peu en mode, bah, j'ai rien là, sous la main. Je travaillais ailleurs qu'en Belgique et tout. Et du coup, j'étais en mode, bon, j'ai quoi? J'ai des filtres Instagram, ma couette et mon ordi, quoi, en gros. Du coup, j'ai fait un clip avec ça pour voir un peu si j'étais capable de, ouais, je sais pas, de faire du montage et de faire une proposition visuelle. Et ça m'a fait marrer, j'ai adoré faire ça. Et du coup, après, le deuxième, c'était Insortable. En gros, on l'a enregistré en un jour. Et c'était, on est parti dans la journée parce qu'il y avait une marche pour les droits des personnes trans et inter à Bruxelles. C'était pas la première, mais on n'avait pas eu beaucoup ces dernières années des comme ça, quoi. Mhm. Et en fait, j'avais besoin de personnes pour faire les bacs parce que j'avais envie d'avoir du gros soutien de voix derrière. Et du coup, il y a Amaro, une copaine de la Gender Panic, qui a racolé les gens à la manif, quoi. Enfin, des amis, quoi, des gens qu'on connaissait, mais qui disaient ah, passez au studio, après la manif, passez au studio. Et on est arrivé au studio, l'électricité, elle a sauté. Et du coup, on est parti chez moi. Et là on a appris la chanson aux gens, on a enregistré les bacs et j'ai dit bah, faisons quand même une petite prise, un plan séquence où on fait la chanson en entier. On ne sait jamais, si jamais on a envie de faire un clip, peut-être ça pourrait être utile, quoi. Et du coup, on a fait ce plan et après, on l'a regardé, on était en mode ah, mais il est pas mal en fait. Bon, la qualité, elle était dégueu parce que la caméra était pourrie, mais du coup, on l'a mis en noir et blanc. Et là, du coup, j'ai juste récupéré des images docu et j'en ai refait quelques-unes les jours qui ont suivi pour monter le clip, mais en mode voilà quoi, bien à l'arrache, mais aussi avec la volonté de. On voit quasiment toutes les personnes de la Gender Panic et aussi autour, quoi, qui sont les insortables et tout.
C'est un peu un clip hommage avec pas grand-chose, quoi. Mais à l'avenir, donc, tu aimerais pouvoir travailler avec des personnes à la réalisation? Ouais, j'aimerais bien. Après, je pense que j'aurais besoin d'être beaucoup, beaucoup en dialogue et que je pourrais clairement pas dire à quelqu'un, vas-y, réalise un clip. Enfin, je vois très bien que je suis trop rigide. Oui, c'est possible, c'est une possibilité. Sur certains trucs, ouais, et sur ça, en fait, sur la responsabilité de quand on construit des images et tout. Mais grave, être en dialogue et puis avec des gens qui ont des skills techniques, quoi. Parce que moi, c'est une blague, hein, il faut me voir sur Première et tout. C'est c'est très, très sommaire, quoi, ce que je fais. Il y a aussi le truc de dire, il n'y a pas besoin de 1 pour faire un clip et de se dire, voilà, quand tu regardes le clip d'Insortable, je pense que tu peux dire, bah vas-y, moi aussi, je peux faire un clip. Et nous, on fonctionne comme ça dans Gender Panic. Et là, il y a une copine, Chip Joule, elle a fait son clip aussi cet été avec une copine, son smartphone et un paquet de strass, quoi. Et moi, j'ai vu ça et j'étais en mode, ok, bah, en fait, j'aime bien aussi un peu le truc de low-tech et tout. Enfin, là, on est dans des réalités économiques aussi autour de moi où, genre, recevoir des milliers d'euros pour faire un clip, ça poserait des grandes questions, quoi. Vu que là, dès qu'on a d'une manière ou d'une autre, on reçoit de l'argent, on le réinjecte dans la mutuelle de Gender Panic et que du coup, il y a un peu un truc de mutuelle autogérée et tout. Si on recevait des grosses sommes, ce serait compliqué, je pense. Comme tu l'as dit, tout est un peu politique dans ta démarche. Un sujet qui te tient à cœur aussi, que tu avais envie d'aborder, c'est les centres fermés en Belgique et en France. Ouais. Alors, pour les gens qui ne savent pas, c'est des endroits où sont détenues des personnes en situation irrégulière. Ce sont des prisons, en fait, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça. Bah oui, en fait, il y a 10 000 trucs à parler, hein, je veux dire, politiquement en ce moment. Enfin voilà, quoi. Hier, il y avait la manif pour le droit des retraites. Il y a l'extrême droite en Palestine. Le racisme et l'islamophobie institutionnelle. Oui, on a l'embarras du choix, c'est vrai. On a l'embarras du choix. Et c'est juste que bah, moi, enfin, il y a un truc où les centres fermés, qu'on appelle les CRA en France aussi, c'est un truc où il y a plein de gens, ils ne savent même pas que ça existe, hein, en fait. Et alors qu'il y en a 6 en Belgique, il y en a environ 25, je crois, en France, avec des nouveaux qui sont en construction. Et du coup, bah ouais, c'est des établissements carcéraux. Et bah, moi, déjà, de toute façon, je suis contre l'enfermement en général, quoi. C'est des prisons qui sont ultra racistes. Bon, enfin, en fait, comme tous les organes de répression européens, en vrai. Hein. Mais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que ces endroits existent, que dedans, il y a des gens qui ont, en fait, souvent rien fait d'autre que de ne pas avoir les bons papiers aux bons endroits et qui sont dans des conditions hardcore. Mais en fait, moi, je ne veux même pas revenir sur les conditions. Évidemment, elles sont illégales, elles sont trash, mais ce n'est même pas la question parce que moi, ce que je défends, c'est juste que les lieux ferment, quoi. Dans le collectif, là, enfin, je sais pas, je fais un lien, mais tout le monde quasiment a des histoires plus ou moins directes, soit personnelles directement, soit les parents, les grands-parents, il y a des histoires de migration, ça fait partie de nos occupations politiques, ça se sent dans les textes qu'on écrit, dans la musique qu'on écoute. Et en fait, oui, je pourrais parler des prisons en général, c'est juste que là, genre, c'est des prisons elles se sont créées dans les années 80 et c'est un business incroyable. Genre là, en ce moment, tous les nouveaux CRA, c'est des terrains qui sont loués par Vinci, c'est toutes les grosses entreprises du BTP qui font du biz et tout en construisant ces endroits. Mais bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails en gros, mais juste, je trouve que c'est important de rappeler que ces endroits, ils existent et qu'il faut qu'ils ferment et qu'il y a des groupes qui luttent et que si les gens, ils ont des skills Déjà, juste s'ils ont du temps, en fait, c'est possible de téléphoner aux personnes qui sont à l'intérieur pour du soutien émotionnel, parce que des fois, les gens, ils sont coupés de leur famille et tout, ils n'ont personne avec qui échanger, et recueillir des témoignages. Et aussi, si les gens, ils ont des skills juridiques, des skills psy et tout, ben, il faut contacter Getting the Voice Out en Belgique, qui recueille les témoignages, qui organise du soutien matériel. C'est aussi possible de donner des sous pour payer les cartes de téléphone des gens qui sont à l'intérieur, pour payer des frais juridiques, pour changer d'avocat, avoir des meilleurs avocats qui font sortir les gens. Parce que le but, c'est évidemment des CRA, c'est que les personnes se fassent expulser du territoire après. Il y a un collectif aussi en France qui s'appelle Lyon Anti-CRA, qui a un site et un Insta et qui est hyper bien. Et il y a un peu tout sur leur site. Et les ressources pour s'organiser juridiquement et tout, en cas d'enfermement et tout ça. Est-ce que Gender Panic a aussi vocation justement d'éveiller sur ce type de questions sociétales ou de sensibiliser également? En fait, je sais pas comment dire, ça fait partie de nos vies. Du coup, à partir du moment où quand on écrit, on raconte un peu clairement les colères politiques et aussi
les trucs qui marchent bien et les trucs qu'on aime mettre en place et tout, elles ressortent dans les textes. Et, et du coup, ouais, c'est hyper dur d'imaginer moi, mon écriture et ma musique et celle du collectif en dehors des questions de relogement, en dehors des questions de répression raciste, en dehors des questions de genre, parce que bah, voilà, on est la moitié du groupe, c'est des personnes blanches. Il y a des situations administratives précaires. Il y a plusieurs personnes trans. Et genre, on est ensemble et du coup, on a la pêche, mais, mais on est traversé par des trucs. Tu sais même, enfin, c'est pas une question, même pas une question de thème, quoi. C'est juste, si on se raconte, il y a des gros, des gros enjeux politiques qui sortent, quoi. Outre ton travail dans la musique, tu es aussi donc comédien, comme tu l'as dit au début, et tu avais envie de parler d'un spectacle dans lequel tu joues qui s'appelle Laboratoire Poison. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est super intéressant, je trouve, la manière dont tu l'as Ouais. pitché. En tout cas, ça m'a fait super envie de voir, en fait. Ouais, c'est un spectacle documentaire en 4 épisodes qui est mis en scène par Adeline Rosenstein, une metteuse en scène avec qui je travaille depuis quelques années. Et il y a toute une équipe à l'intérieur. Du coup, elle met en scène, mais on fonctionne aussi en co-création, quoi. Donc souvent, on s'arrête et on discute de ce qu'on est en train de faire sur le plateau. Et en gros, c'est une recherche documentaire qui s'intéresse aux dynamiques de trahison dans différents mouvements de résistance, d'après des travaux d'historiens, d'historiennes et des archives. Et du coup, c'est en 4 épisodes parce que ça parle de 4 périodes différentes. La première, c'est l'occupation nazie en Belgique et la répression des communistes pendant la Seconde Guerre mondiale. La deuxième, c'est la révolution algérienne. La troisième, c'est l'indépendance du Congo. Et la dernière, c'est l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, donc contre l'empire colonial portugais, le Congo contre l'empire colonial belge et l'Algérie contre la France. Et du coup, j'avais envie de parler de ce spectacle parce que pour moi, il est précieux à 2 endroits, quoi, d'un point de vue mémoriel, parce qu'il raconte des histoires qu'on ne connaît pas et qui en fait structurent fondamentalement la société dans laquelle on vit et l'Europe dans laquelle on vit et qui, moi, me permettent de comprendre plein de trucs, des dynamiques de racistes et de répression qui ont des impacts concrets sur notre vie de tous les jours, quoi. Et je trouve ça hyper important, en fait, d'avoir ce recul-là. Et c'est évidemment pas des trucs qu'on apprend à l'école. Et à côté de ça aussi, ça parle du coup, les dynamiques de trahison donc, qui se passent dans un groupe de résistants qui est face à un pouvoir beaucoup plus grand que lui. Et ça, c'est des choses qui me parlent aussi, en fait, dans tous les groupes dans lesquels marginalisés ou qui luttent un peu. Il y a ce truc de les gens sont fatigués, les gens vont pas bien, il y a des luttes intestines et tout. Et du coup, je trouve que ce spectacle est important parce qu'on parle de ces dynamiques-là et ça permet aussi d'avoir du recul sur nos luttes d'aujourd'hui. Et voilà, du coup, il y a un peu ce double truc. Et du coup, c'est du théâtre. Et le théâtre, c'est aussi un très blanc et très bourgeois, quoi. Les pièces classiques, théâtre subventionné. Enfin, moi, ça me met souvent hyper en colère. Et ce spectacle, je trouve qu'il se passe à un autre endroit. Et ça me fait penser à la musique et mon rapport au rap aussi, parce que c'est un truc de genre, OK, il y a l'oralité et il y a cet exercice de genre potasser des trucs et ensuite les digérer pour pouvoir les raconter à d'autres gens. Et moi, à la fois, je sais que j'apprends jamais aussi bien que quand je sais que je dois réexpliquer à quelqu'un. Et qu'il y a ce truc de s'emparer des récits et tout qui est hyper important. Du coup, j'avais envie d'inviter les gens à venir voir le spectacle. On joue à Bruxelles du 9 au 12 mars et à Gennevilliers à Paris du 16 au 18 mars. Et aussi à Lausanne du 22 au 25 mars en Suisse, s'il y a des Suisses. Et toi, comment tu t'es retrouvée sur ce projet? Parce que tu dis que tu travaillais déjà avec la metteuse en scène depuis plusieurs années, c'est ça? Ouais, elle est revenue dans l'école dans laquelle j'étais. Elle est venue faire un travail d'études. Ouais. Et on a commencé à travailler sur le premier épisode. Donc, il y a un historien avec qui elle travaille qui avait récupéré des petits témoignages que les personnes du Parti communiste avaient fait suite à l'occupation nazie en disant voilà, moi, ce jour-là, j'ai trahi, mais parce qu'un tel m'avait dit de trahir et tout ça et tout ça. Et du coup, on a étudié ces documents. Et de là, on a créé une première partie du spectacle. Et ensuite, quand mon école s'est terminée, en fait, ça s'est professionnalisé. Elle a rappelé certains et certaines d'entre nous et aussi d'autres personnes. Et du coup, on a commencé à travailler pour créer Laboratoire Poison tel qu'il est maintenant avec les 4 épisodes. Parce qu'en fait, on se rendait compte aussi que dans les personnes qui avaient résisté contre les nazis, il y avait des personnes qui ensuite avaient été
torturés en Algérie. En tout cas, il y avait juste en fait créer, voir quel est le lien et comment les événements historiques, c'est pas juste des trucs ponctuels qui arrivent comme ça, un point sur la ligne comme on apprend à l'école et qu'en fait, il y a des techniques de répression qui s'exportent d'un continent à l'autre, faire du lien entre les histoires et dans le temps pour comprendre les dynamiques et pouvoir mieux essayer de transformer celles qui ne plaisent pas, quoi. Ce spectacle, c'est ce qui occupe la majeure partie de ton temps en ce moment. Une bonne partie, ouais, mais en ce moment, je fais beaucoup de musique quand même. C'est quoi ce qui te fait vivre en fait? Tu vis de la musique ou pas encore? Non, pas du tout. Avec mes morceaux, j'ai gagné 18 euros. Je les ai mis sur Bandcamp le mois dernier. Il y a quelqu'un qui m'a acheté tous mes sons à 3 euros chacun. Franchement, j'étais trop émue. Je te remercie à travers le net. C'était très touchant. Mais non, pas du tout. Je gagne ma vie avec mes cachets artistiques de théâtre et de ciné. Et là, je suis en train de faire une demande pour avoir mon statut d'artiste. Donc, mon intermittence en Belgique, j'ai déposé mon dossier. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Ok. Sinon, j'étais aux aides sociales belges, le RSA belge, mais qui est 2 fois plus élevé, qui s'appelle le CPAS. Voilà. Si je reçois de l'argent pour ma musique, ça va dans la mutuelle de Gender Panic. Moi, je ne la touche pas personnellement. C'est ce que je veux. Mais en même temps, c'est pas comme si... les sommes, elles sont tellement ridicules, 18 euros, que voilà, peut-être qu'après, à un moment, je me poserai la question. Mais pour l'instant, je trouve que c'est justement trop bien si je peux nourrir la mutuelle avec ça, quoi. Après, c'est un début, 18 euros. Ça peut commencer comme ça. Ouais, grave, grave. Non, franchement, déjà, j'étais étonnée. Ce qui sont en accès gratuit, quoi. C'était un geste symbolique, ça m'a touchée pour remercier le travail. Donc, il y a ce spectacle, tu dis beaucoup de musique avec Gender Panic. Qu'est-ce que c'est tes projets dans les prochains mois, on va dire jusqu'à l'été? Je pars en tournée avec Laboratoire Poison en mars. Et puis sinon, on est en train de doucement réfléchir à la création d'un show, du coup, avec toute l'équipe Gender Panic. Donc, on serait les 12 ou 13, si Boca Esquina pouvait venir de La Passe sur scène. Et du coup, on est en train de se caler des dates de résidence et tout pour travailler à prendre les sons des uns des unes des autres, pouvoir se backer en direct et tout ça. Et créer un enchaînement et peut-être un peu de la mise en scène, des costumes, des make-up et tout. Ça, c'est un truc sur lequel on va bosser. Et moi, j'ai plein de sons là que je veux faire, que je suis en train de faire. On a fait 2 maquettes avant-hier. Mais pour l'instant, j'arrive pas du tout à structurer ça, quoi. J'arrive pas à me dire, à un moment, je voudrais faire un EP ou quoi. Pour l'instant, je fais les trucs au fur et à mesure, sans trop de cohérence. Je les sors un par un. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir? À part du succès dans tes projets, bien sûr. Franchement, ce qu'on peut me souhaiter, c'est qu'on fasse un show de ouf à 13 sur scène, un truc de 2 heures. Avec tous nos styles différents, on rappe ensemble. Est-ce que c'est un collectif ouvert ou pas, Gender Panic? On est 13 et associés, quoi. Du coup, il y a des personnes qui sont autour et qui sont là presque tout le temps, quoi. Soit des personnes avec qui on fait de la musique, soit des personnes qui viennent à tous les open mic et avec qui on rappe aussi. Il y a ce noyau de 13, mais en fait, en soi, c'est beaucoup plus mouvant. C'est une discussion perpétuelle, quoi. Si ça se trouve, à un moment, on va se dire, c'est plus ouvert, il y a des gens qui vont prendre d'autres chemins de vie et qui vont s'éloigner du groupe, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre un peu dans le noyau dur. On n'est pas du tout fixé sur la forme que ça va avoir dans la durée, quoi. Si on veut vous soutenir d'une quelconque manière, comment on peut faire? Allez écouter les sons. Il y a une playlist sur YouTube qui s'appelle Gender Panic BXL. Et là, on est en train de bosser à faire un Bandcamp et peut-être un Spotify aussi pour les sons. Il y a quelques personnes qui ont des chaînes individuelles comme moi, mais d'autres pas. Et du coup, on veut aussi un peu tout rassembler sur les plateformes. Et sinon, on est sur Insta, quoi, Gender Panic, avec un K. Et ça me donne envie de dire les noms des gens quand même. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir. Alors du coup, je peux te dire qu'il y a Boca Esquina qui est à La Passe, qui vient de sortir son album, qui fait de la compo, qui rappe, elle fait tout, elle est trop forte. Ensuite, dans les gens plutôt qui écrivent, qui chantent, qui rappent, il y a Shine, il y a Amal, il y a Shady666, il y a Cheap Jules, il y a Elon, Toast, Solanum, Amaru. Ensuite, les DJ beatmakereuses, il y a Gomar et Misandre. Il y a Vilaine Fermière qui est en musique et qui fait aussi des clips. Et puis, dans le cercle proche, je pense que je peux citer quand même Lahima, Jag, Imad et Maya Blondo, qui sont des personnes avec qui on fait de la musique et qui sont tout le temps là pour nous soutenir, pour nous aider à organiser et tout ça. Très bien.
C'est noté. Je précise que Madame Rap a interviewé chez XXX et que l'interview est sur le site Oui. également. Elle est en train de préparer des nouveaux sons. Je dis ça, je dis rien. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti de son. Elle bosse là-dessus, quoi. Et là, il y a des petites pépites qui vont arriver bientôt. Très bien. Bon, on va suivre tout ça assidûment. Gender Panic et toute la clique. Des insortables, comme tu dis. Bah, merci beaucoup à toi pour ton temps. Et puis, bah, on te souhaite plein de bonnes choses pour tous tes projets et pour ton collectif. Trop bien. Merci à toi Merci. aussi pour ce temps et puis pour le taf que tu fais en général, parce que c'est précieux. Merci beaucoup. Ciao.